Madagascar, donc marqué effectivement par la pauvreté, mais c'est surtout une très belle île, l'île Rouge, on l'appelle, la 4e plus grande du monde. Elle est aussi grande, même plus grande que la France. Elle connaît une vraie diversité humaine avec plus de 18 ethnies présentes. Elle est aussi connue pour son instabilité politique qui persiste et dure même depuis l'indépendance proclamée en 1960. Mais Guillaume Gouet nous en dit plus. Madagascar, c'est 20 millions d'habitants sur un territoire grand comme la France et le Benelux réunis. Un pays riche en ressources minières, agricoles et halieutiques, et pourtant la grande île se classe en seulement 145e position pour l'indice de développement humain. L'espérance de vie n'y dépasse pas les 60 ans. Une industrie textile prometteuse s'est développée grâce à la création d'une zone franche. Elle fait vivre 100 000 personnes sur la région d'Antananarive, la capitale. Le tourisme est lui souvent présenté comme l'avenir du pays. Une culture riche et une nature unique sont en effet des atouts dans la course mondiale. Mais l'île manque cruellement d'infrastructures. Quant au tertiaire, il pourrait être dopé par l'imminent raccordement du pays à la fibre optique. Mais la crise économique mondiale se conjugue cette année avec une crise politique majeure. La spirale manifestation, pillage, répression a débouché sur un coup d'État. Pour la 3e fois en moins de 20 ans, Madagascar navigue dans l'instabilité politique. Un climat d'incertitude qui amplifie la récession. Oui, ce putsch du maire de Tananarive, Andra Joel, c'était le 17 mars de cette année. Depuis, les choses s'éclaircissent un petit peu, en tout cas dans les derniers jours. On a entendu parler d'un accord entre les différentes parties en présence, notamment avec l'ancien président déchu, Marc Ravalomanana, et également un ancien président Ratsirak. Est-ce que ça suscite de l'espoir? Quand même, on parle d'un gouvernement d'union nationale en cours. Oui, je pense que si vraiment toutes ces entités se calment, et veulent quelque chose pour Madagascar, ça peut se calmer. Le problème fondamental à Madagascar, c'est que tous ces gens, quand ils arrivent au pouvoir, ils commencent à humilier le peuple. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils font plein de choses, ils ramassent plein d'argent, et le peuple, lui... Est-ce que vous pensez que c'est justement l'ivresse du pouvoir, finalement? Et c'est pour ça que oui, c'est l'ivresse du pouvoir, ça arrive à l'ivresse du pouvoir. Il n'y a pas de redistribution des richesses? Voilà, et c'est pour ça que le peuple, il se révolte, parce qu'il est tellement humilié qu'il se révolte. Mais j'espère que là, avec ce qui va se passer maintenant, que tout va se calmer, que tout va aller bien. Parce que c'est un pays qui peut aller très bien. Vous pensez que c'est un pays qui peut aller très bien? C'est vrai que Madagascar est quand même connu, même sur ces dernières années, pour son instabilité politique, on en parlait. Est-ce qu'il n'y a pas une instabilité chronique à Madagascar? C'est un peu l'angoisse des investisseurs. C'est la première crise était en 91. Après, il y a eu 2002 avec l'arrivée de Ravalomanana. Et maintenant, en 2009, on a l'impression que ce cycle s'accélère. Alors, c'est très mauvais pour l'investissement, les crises politiques, puisque des décisions qui ont été prises sont remises en cause. Par exemple, le foncier, des lois ont été prises pour sécuriser le foncier, qui est un gros problème, puisque les étrangers, par exemple, ne peuvent pas acheter de terre. Alors on a créé les baux amphithéotiques de 99 ans, on a commencé à donner des certificats fonciers dans les campagnes, et le gouvernement de Rajoel, avant la défection de son dernier Premier ministre, a commencé à remettre en cause ces baux. Donc ça, c'est très mauvais. Par exemple, si vous construisez un hôtel, et on vous dit du jour au lendemain, dans 20 ans, il faut rendre les terres, c'est absolument impossible. Bon, en tout cas, il y a des ONG à Madagascar qui, heureusement, viennent souvent en aide à la population. Vous avez rencontré quelqu'un qui travaille pour une ONG, et il s'appelle Pierre-Alexandre, et cette ONG a un nom assez particulier. C'est une entreprise privée de Madagascar. Mais je vous propose de regarder le portrait de Pierre-Alexandre et on en reparle. Donc là, juste devant moi, c'est le zébuth de monsieur Jacques Chirac, qui n'est pas des plus commodes. Donc lui, il est à la retraite ici, c'est-à-dire qu'après son leasing chez un paysan, il s'est retrouvé sur la sellette parce que le paysan le trouvait un petit peu méchant. Et le paysan a voulu le vendre à l'abattoir quand il a eu terminé de le rembourser. Vous avez bien entendu, ce pensionnaire de la ferme de Pierre-Alexandre appartenait à l'ancien président de la République française. Dans le cheptel de Pierre-Alexandre, on trouve aussi l'animal acheté par Dominique Strauss-Kahn, le président du FMI. Pierre-Alexandre Perrin, vétérinaire et directeur de l'AZOB, la Zebu Overseas Board. L'AZOB, un acronyme graveleux pour une société locale de microcrédit, tout ce qu'il y a de plus sérieux.
La ZOB propose aux paysans malgaches des zébus en location-vente achetés par des investisseurs étrangers. Le paysan rembourse des mensualités et après 2 ans, le voici propriétaire de l'animal. Une petite photo pour l'investisseur qui habite à plusieurs milliers de kilomètres. Et en prime, il recevra un drôle de document. C'est bon, j'ai la dose. Le poil de la queue du zébu sera collé sous le timbre sur le certificat de propriété. Donc il faut qu'on prenne des risques pour aller chercher notre échantillon. Pierre-Alexandre, vétérinaire heureux. À l'origine de son aventure malgache, un été de bénévolat et surtout le coup de foudre pour la grande île. Sa compétence et son enthousiasme séduisent. On lui propose la direction de cette entreprise sociale. Il accepte et abandonne ainsi une carrière naissante de vétérinaire en Normandie. C'était il y a 1 an et il ne regrette rien. Pour les activités extérieures, c'est pas terrible. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bombard à bière, il n'y a pas de toutes ces choses-là qui pourraient nous manquer, il n'y a pas de musée. Mais bon, c'est ça qui fait son charme aussi, c'est qu'au moins la campagne n'est pas loin. Maintenant, il ne faut pas être matérialiste et puis aimer son petit confort. Au niveau salaire, donc j'ai pas la chance d'être dans une grande ONG internationale avec des salaires d'expatriés, donc un salaire français. Et donc je touche un très très bon salaire malgache, c'est-à-dire un salaire de directeur de 1 million d'arias. Donc là, ça fait beaucoup quand je dis ça. Et puis 1 million d'arias, c'est 400 €. Plus ma maison et 2 fonctions. À partir de là, bon, s'il faut être payé 10 fois moins qu'en France, mais qu'on vit correctement ici, pourquoi pas. Je suis jeune, c'est maintenant que je le fais. Le grand là, 600 000. Ce samedi matin, c'est le jour de la foire aux bestiaux. L'occasion pour Pierre-Alexandre et son assistant de tâter le pouls du marché. Le marché aux zébus, ça nous permet de voir un petit peu les cours du zébu, voir combien ça se vend et puis de rester quand même en contact avec le marché, parce que si on est tout seul dans notre bureau à négocier avec les paysans, on peut avoir une vision faussée du cours. Début de soirée, Pierre-Alexandre a rendez-vous avec Stéphane G, le fondateur de la ZOB. Bonjour tout le monde. Le docteur, Un personnage. ça va? Salut chef. Évidemment, quand on a vu vétérinaire, notre sang n'a fait qu'un tour. On s'est dit, mais c'est pas possible, un vétérinaire, enfin. C'est bon, on a beaucoup de propositions de bénévolat, mais c'est vrai que les gens vraiment spécialisés dans ce qu'on fait, c'est pas toujours le cas. Les gens viennent travailler bénévolement à la ZOB en se disant, tiens, le nom est rigolo, ça doit être super sympa. Donc c'est pas vraiment drôle de gérer 3500 souscripteurs, zébus, paysans, cochons, fermes, poulaillers. Voilà, mais enfin l'humour aide à survivre de toute façon dans toutes les circonstances difficiles, donc y compris à la ZOB. Retour sur le terrain, nous sommes dans une ferme pédagogique. Ici, les paysans apprennent les techniques agricoles. Pierre-Alexandre y offre un stage à ses clients les plus méritants. Comprenez ceux qui ont payé leur traite dans les temps. Je suis là pour faire avancer les choses. Je ne suis pas venu là pour devenir riche comme Crésus, mais je suis bien content de pouvoir apporter ma petite pierre au développement à Madagascar. Dernier rendez-vous de la journée pour Pierre-Alexandre. Nous sommes dans l'unique brasserie du pays, dirigée par un bruxellois pur mousse. C'est assez, comme je disais, c'est assez amer, mais c'est excellent pour la santé, très riche en vitamine B. C'est que Pierre-Alexandre fermente un projet sur ses résidus de levure. Pour le brasseur, c'est un déchet non valorisé. Pour notre ami vétérinaire, il s'agit d'un aliment potentiel pour les zébus. Il souhaite récupérer ces déchets pour les transformer et les vendre. Pour l'instant, tout cela n'est qu'un projet, mais s'il se concrétise, Pierre-Alexandre envisage de créer sa propre entreprise.